outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Salon du Livre avec ses auteurs venus de toutes les régions d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion. Nous allons essayer d'interroger un maximum d'entre eux pour vous. À ma compagnie, Arlette Minachi-Bogat pour son tout dernier ouvrage, Saomi la métisse. Un ouvrage autour d'une phrase qu'on entend régulièrement aujourd'hui, le mieux vivre ensemble, n'est-ce pas Madame Arlette Minachi? Oui, tout à fait. J'ai écrit Saomi la métisse pour tout public. Alors, à travers ce roman, je raconte l'histoire d'un étudiant qui part vers Pretoria et là, il tombe amoureux d'une prétorienne. Et alors, c'est là que commence le récit, puisqu'il y a eu l'apartheid. Et Nelson Mandela a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et puis voilà qu'il est amoureux, il va épouser cette jeune fille, qui va donner une petite fille qui va s'appeler Saomi. D'ailleurs, elle s'appelle Saomi la métisse. Et Saomi aura un très très long parcours. Elle deviendra même maire de Pretoria. Et elle pourra rassembler tous les gens de Pretoria, les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc le mieux vivre ensemble, c'est ça. L'idée justement vous est venue d'écrire parce que c'est d'actualité, je disais, le mieux vivre ensemble aujourd'hui. Voilà, l'idée m'est venue parce qu'effectivement, il y a beaucoup de discrimination chez beaucoup. Et le mieux vivre ensemble, je souhaiterais que tout le monde apprenne à mieux vivre ensemble sur la planète. On peut dire qu'Arlette Minachi-Bogat a beaucoup écrit, hein, je crois que c'est le 8e ouvrage, beaucoup d'ouvrages sur les Indiens. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, vous menez de très très nombreuses actions, hein, des manifestations régulières sur l'arrivée notamment des Indiens aux Antilles, notamment en Guadeloupe. Oui, j'ai écrit de très nombreux ouvrages, au moins 6 sur la communauté indienne arrivée dès 1854 en Guadeloupe. Et puis je raconte leur parcours depuis Pondichéry, depuis Calcutta, sur la culture, et de toute façon, ils ne se sont jamais déconnectés de leur haine natale. Alors le Salon du Livre, vous y êtes régulièrement, vous attendez beaucoup sous le plan impact pour vos ouvrages ici à la Porte de Versailles? Oui, bien sûr, depuis ce matin je suis là et ça marche très bien. Nous sommes maintenant sur le stand de La Réunion, le livre dans tous les océans, et je vous propose ce voyage à l'île de La Réunion, et je suis en compagnie de Claudine Serre, conseil en édition. Bonjour Claudine. Bonjour. Toujours un plaisir de vous revoir chaque année, vous êtes fidèle à ce Salon du Livre. Oui, merci, c'est notre rendez-vous annuel en fait, rendez-vous littéraire pour La Réunion. Je montrer sa scène avec ses auteurs et ses nouveautés en roman, en poésie, en BD. On a plein de choses à montrer chaque année. Et chaque année, j'aime bien la petite fleur qui est derrière l'oreille. Cette année, c'est laquelle? Alors là, ça a été offert par la Nouvelle-Calédonie ce matin, avec très odorante. C'est super. À côté zen. Exactement. Alors nous avons derrière vous un nombre d'auteurs qui sont en dédicace. Pouvez-vous nous les présenter avant que je puisse faire leur interview? Bien sûr. Donc il y a Emmanuel Jeanvrin pour son nouveau roman, enfin son premier roman plus exactement, Rock Sakai chez Gallimard. Une belle saga un peu road movie rock'n'roll dans les années 70 à La Réunion, Madagascar et Métropole. Il y a une auteure femme, Monique Séverin, pour La Bâtarde du Rhin, publié chez Vendailleurs. Un autre pan de l'histoire réunionnaise au travers d'une jeune femme, une vie tragique mais très intéressante. On a aussi un auteur qui est Grégoire Loyau, BDiste, auteur de Takamaka, qui faisait partie du Cri du Margouillat et qui a publié là chez Des Bulles dans l'Océan. Et nous avons aussi Isabelle Waro et Gérard Joly, qui sont donc qui présentent des ouvrages pour la jeunesse, du roman pour adultes et du documentaire sur La Réunion. Parfait.
Tous ces auteurs nous viennent directement de La Réunion, n'est-ce pas? Exactement, tout le monde a fait ses 11 heures de vol, c'est 10 000 kilomètres pour venir à Paris à la rencontre du public et vous voir. Alors Yaka, c'est quoi? C'est toute une édition avec une panoplie d'éditeurs, qu'est-ce que c'est? Non, moi je suis en fait chargée de mission pour la Réunion des livres qui présente ce stand qui est soutenu par la DACOI, la région Réunion, pour permettre aux auteurs et aux éditeurs d'être présents à Paris. C'est une association qui fédère toute la filière, ce qui nous permet d'être bien présents ici. Alors, Claudine, je vais vous demander de me parler un petit peu en réunionnais, hein, parce que nous avons aussi une antenne à La Réunion. Donc tout ce que vous venez de dire, vous allez me dire en créole réunionnais, cher ami. Alors là, j'adorerais, mais je suis une bonne oreille. Oui, alors un petit peu maintenant. Mycos pas créole, oui. Et je peux pas parce que je le comprends très très bien, mais je peux pas converser. Un petit mot de... Vous allez demander à Monique Séverin qui le fait très très bien. Comment se passe la littérature, justement, les écrivains? Est-ce que le livre se lit de plus en plus au niveau de la jeunesse, sur l'académie, au niveau de l'académie? Est-ce que les gens sont friands de lecture? Est-ce qu'il y a aussi des salons littéraires à La Réunion? Comment vit la littérature, l'imprimerie? Alors le livre est très présent à La Réunion parce qu'on a déjà un bon réseau de lecture, bibliothèque. L'académie Rectorin travaille beaucoup avec des auteurs qui vont dans les classes, en ateliers d'écriture, sur des projets pédagogiques. Donc les auteurs sont très présents auprès des élèves et il y a plein d'actions littéraires, événements littéraires comme des salons. Le prochain c'est en octobre à Saint-Pierre, sur le front de mer. Donc c'est un salon littéraire mais qui englobe toutes les catégories avec mise en avant des auteurs pays, mais aussi des invités de métropole ou d'ailleurs, de la zone océan Indien. Tous les ans, chaque année, il y a une ponctuation de rendez-vous littéraires. Donc en octobre, après il y a Cyclone BD, le salon du livre spécialisé BD. Donc on a plein de... C'est très 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 vivant en fait. Eh bien nous avons donc fini avec Claudine Séverin et je vous propose de rencontrer maintenant les auteurs. Alors Emmanuel Jeanvrin, Rock Sakai, c'est du malgache. Comment allez-vous? Écoutez, très bien. Ça va? Oui. Parlez-nous un petit peu de ce titre parce que c'est très rock. On est dans quel mouvement avec vous dans le Sakai? Bon, c'est d'abord un roman rock, c'est-à-dire que mon héros, dont c'est pas le vrai nom, se fait appeler Jimmy pour Jimi Hendrix. Et la Sakai, c'est parce que il est issu de cette fameuse colonie d'agriculteurs réunionnais à l'ouest de Tananarive, donc à Madagascar, où pendant 25 ans, des agriculteurs ont exploité une région de terre latérite, où ils ont fait ils faisaient des cultures, et puis il y avait une très grosse usine de cochons et de vaches, de lait, de choses comme ça. Donc ils sont partis à cause, à la suite de l'indépendance, en 1977. Ça les a laissés. Donc mon héros donc est un petit peu un sans-patrie, c'est-à-dire que c'est un jeune Réunionnais qui s'est retrouvé, qui a dû partir de Madagascar et donc le roman c'est un roman d'apprentissage, ça raconte comment il retombe sur ses pattes, à la fois artistiquement et puis, dans sa vie sentimentale. Vous avez fait des recherches pour pouvoir écrire certaines parties de ce mouvement dont vous venez d'évoquer? Oui, bien sûr. Donc, cette fameuse colonie d'Asakai n'est pas très connue, mais elle est un peu connue à La Réunion quand même, puisqu'il y a des travaux d'universitaires qui existent. Il y a 2 films qui sont sortis, 2 films documentaires qui sont sortis là-dessus. Et puis, il y a surtout des témoins. Il y a encore beaucoup de témoins, de gens qui sont nés là-bas. Et ce sont plusieurs, c'était de mes amis, sans que je sache, parce que c'est un peu tabou quand même, la Sakai. C'est une sorte d'échec pour eux. Et j'ai appris en travaillant là-dessus, d'ailleurs, que certains de mes amis étaient de la Sakai. Le
personnage en lui-même, alors est-ce qu'on peut dire que c'est un petit saltimbanque qui se promène, c'est un rêveur, à travers ce mouvement social, qu'est-ce qu'il trouve, comment il se reconstruit, voilà, le mystère. Disons les jeunes de cette génération-là, donc j'allais dire un petit peu les années 70, 80, 90, les jeunes ils se sont surtout identifiés grâce à la musique. Bon, cheveux longs, un petit peu de fumette évidemment, les guitares électriques, et disons plutôt que d'avoir une patrie qui s'appelait la France, la Réunion, etc., c'était plutôt le rock'n'roll, et des gens comme Bob Marley et Jimi Hendrix, bon, c'était un peu les gourous de cette génération-là. Alors les choses ont un peu changé, mais ça a été ma génération aussi, et donc j'ai un petit pincement au cœur en écrivant ce roman, parce que voilà, il y a un peu de moi là-dedans. On a terminé avec l'auteur Emmanuel Jeanvrin, et je vous propose de rencontrer Monique Séverin pour son dernier ouvrage, La Bâtarde du Rhin. Quelle est cette Bâtarde du Rhin? Quel voyage, madame, vous nous proposez à travers cette Bâtarde du Rhin, Monique Séverin? Alors c'est un voyage entre la Réunion et l'Allemagne. Alors mon héroïne est une bâtarde du Rhin, c'est ainsi que l'on nommait les enfants métis, nés de soldats des forces coloniales françaises, envoyés sur les berges du Rhin pour, vérifier l'ordre imposé aux Allemands. Et donc cet enfant va donc naître d'un soldat noir et d'une Allemande. Le régime nazi montant va faire que cette jeune fille va être poursuivie, menacée de stérilisation. Là, c'est un fait historique. Les bâtards du Rhin, les Rhineland Bastards, ont été effectivement stérilisés compte tenu de la logique eugéniste du régime nazi. Elle va donc remonter aux sources, retourner à la source réunionnaise, mais la source réunionnaise est polluée aussi, puisque l'esclavage y a sévi. Et le but de ce travail, qui est un travail de fiction, mais c'est aussi un travail qui pose la question fondamentale à mon gré, c'est comment peut-on discréditer un être humain sur la base d'une couleur, d'une appartenance ou de toute autre différence. Cela me hante et je crois que ça constitue le fil conducteur de mon écriture. Oui, Monique Séverin, cette jeune fille s'appelle Cosima. Et en plus, vous parlez, non seulement elle a un nom dans votre imaginaire, hein, bien sûr, hein, mais ce qui m'intéresse aussi dans ce que vous venez de dire, je pense que vous avez dû voir dans votre enfance des films, vous avez lu des livres, parce que c'est de la réalité, c'est de la fiction ou c'est de la sous-fiction sous réalité? Alors, il est vrai que quelqu'un me disait aussi, est-ce qu'il y a de toi quelque part là-dedans? Et je me dis, c'est possible, mais je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas conscient. J'ai véritablement écrit une fiction qui va s'appuyer sur de l'histoire. Bien évidemment, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai été interpellée par cette question des Rhineland Bastards, du fait que l'on puisse stériliser des enfants parce qu'ils sont impropres et impurs, même si on connaît le contexte. Évidemment, je suis réunionnaise, je suis dans un pays tellement mêlé où la question du noir, je suis moi-même descendante d'esclaves. Et de bâtards aussi. Je suis donc fille de bâtards et je prône ce que un de nos chantres, Daniel Waro, appelle la bâtardicité. Et ma bâtarde, ma Cosima, est une bâtarde lumineuse. C'est très net. Alors, j'en conclus avec deux mots. Vous faites allusion à justement un moment de stérilisation et de cicatrisation. Alors, on stérilise quoi? On cicatrise quoi dans cette histoire du Rhin? Parce qu'on est quand même au Rhin. Hein. Oui. En tout cas, on essaie de cicatriser de terribles blessures qui ont été générées par la peur de l'autre en permanence. Et ça me paraît fondamental, surtout en ce moment. Nous quittons la Guadeloupe et on retourne en Guyane. Je vous propose de rencontrer l'auteur Marie-Georges
Tébia, La vie Bidim, Ambrosia, Nelson, édition L'Harmattan. Bonjour à vous très cher. Bonjour cher ami. Quel plaisir de vous retrouver. Alors là on est en Guyane, vous êtes guyanaise. Oui, guyanaise et fière de l'être. Et vous avez fait le voyage pour venir au Salon du Livre. Oui, je suis arrivée hier, donc 8000 km, pour défendre mon bébé, pour défendre mon livre et pour que l'on puisse avoir entendu parler d'Ambrosia et de sa vie Bidim. Alors justement, qui est-elle? Alors c'est dans votre imaginaire ou c'est carrément vous-même? Pourquoi pas vous mettre en tant qu'écrivaine et aussi narratrice et aussi personnage d'Ambrosia? Alors vous savez que nous les écrivains, on est un petit peu des voleurs comme ça, on emprunte des bribes de vie aux uns et aux autres pour en faire des personnages. Bon, il se trouve qu'Ambrosia est un personnage fictif qui a été inventé, mais qui est... Attendez, juste une minute. Voilà. Vous n'en avez pas d'autres? Il y en a qu'une? C'est pas grave. Voilà. Alors, dites-moi. Allez-y. Donc c'est un personnage complètement fictif, mais qui est le fruit de mon imagination et en même temps des petits morceaux de vie de femmes qui m'entourent, qui sont très proches et qui ont eu des vies, des vies assez bouleversées, bidim comme on dit en Guyane, plein d'aléas, de côtés, on va dire les versants les plus abrupts de la vie. Et mon héroïne, eh bien, c'est une femme Djo, comme on dit en Guyane. Alors c'est une femme potomitan, voilà. Potomitan, je garde tout. Potomitan, continuez. Oui, parce que c'est une femme qui est bouleversée, va avoir un parcours extrêmement difficile et à chaque fois, eh bien, on a l'impression qu'elle ne va pas se relever et au contraire, elle trouve une main tendue, elle trouve quelqu'un qui va pouvoir l'aider et c'est en quelque sorte un hymne à l'amitié, un hymne à l'espoir et un hymne à la bienveillance. Alors j'aime bien parce qu'il y a un mot en créole, ça doit être le créole réunionnais où vous dites, alors excusez l'expression, hein, vous dites « femme qu'a fond chou la vie ». Alors on se fond la vie, on se fond le... Ça c'est extraordinaire. Oui, c'est une expression... Fond choua, ouais. Ben, c'est ça. En fait, les femmes font qu'a fond chou la vie. Ça veut dire que la vie peut vous apporter la pire des choses. Hein. Comme ça, il y a des vagues dans des existences qui sont complètement ignobles, qui sont horribles. Et la mienne, alors cette phrase revient un peu comme un mantra tout au long du roman. Femme qu'a fond chou la vie, femme qu'a fond chou la vie. Et elle se répète ça, et elle avance, et elle se dit, voilà, quoi, je suis arrivée au plus bas, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois, elle se relève et elle se dit, voilà, j'avance jusqu'à la fin du roman, où à la fin du roman, elle a une espèce de sérénité, de choses évidentes, et elle va enfin arriver à obtenir la paix. Alors est-ce que c'est un roman où on peut effectivement sentir les odeurs, voir les couleurs chatoyantes, verdoyantes, humer toutes ces odeurs de la gastronomie? Est-ce que c'est aussi un voyage dans la nature? Oui, bien sûr, hein, c'est un voyage dans la nature, et mon roman est aussi un peu musical, c'est-à-dire que je cite à plusieurs reprises, parce que c'est un roman qui traverse un peu l'histoire de France. Mon héroïne arrive en France pendant la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, et justement pour que je puisse accrocher le lecteur, à chaque fois, eh bien, je vais citer à une musique particulière qui va réveiller un peu le souvenir. On va se dire, tiens, là on est dans les années 70, là on est dans les années 80, donc des petites chansons comme ça. Alors je ne sais pas si vous avez connu Jacques Martial, c'est l'hymen. Eh bien, à un moment donné, voilà, pour pouvoir resituer l'époque, voilà, mon héroïne danse sur un morceau de Jacques Martial, voilà. Donc il y a plein de petites tranches d'époque comme ça, avec des musiques un peu variées. Comme ça, on saute un petit peu l'histoire et les écritures. Moi, pour en terminer, j'aime bien la couverture qui me rappelle un casque colonial. C'est quoi? C'est du bakwa? C'est un éventail. Ah bah alors, il faut le voir comme ça alors. Comme ça, voilà. Ah. C'est un éventail. Okay. Voilà. Et c'est un éventail typique guyanais qui est réalisé par les Amérindiens. Alors celui qui figure sur la couverture est très ancien, c'est un Walwari de collection qui m'a été prêté par une dame de Guyane. Et c'est un petit peu, vous voyez, c'est le rattachement de nous les Guyanais à nos racines amérindiennes.
Excellent. Ah bah dis donc, alors voyez, moi dans ma tête, dans mon subconscient, j'ai vu un joli casque, mais très mode, hein, mais c'est magnifique, colonial, comme chez nous, un Bacois. Je reviens maintenant à votre deuxième roman, qui est Brève de savane numéro 2, qu'on peut admirer. Donc deuxième roman, par contre ça, ce sont des nouvelles. Moi j'aime aussi Le Crocodile. On rappelle quand même les éditions Ibis Rouge, pas mal. Alors, ceci m'interpelle. Ce sont des brèves de la savane de chez vous, bien sûr, à La Réunion. En Guyane. En Guyane. Nous sommes en Guyane. Ouais. Voilà. Oui, alors je ne suis pas la seule. Hein. Je ne suis pas la seule. Donc nous sommes 14 auteurs à avoir écrit des nouvelles sur la Guyane. Donc moi j'en ai publié 2 dans ce recueil. Et en fait les nouvelles permettent justement d'attirer un public qui n'est pas forcément grand lecteur, puisque ce sont des histoires courtes, inédites, et c'est vrai qu'elles accrochent. Donc vous avez un peu, je dirais, un panorama sur tout ce qui se fait en Guyane. Vous avez des nouvelles érotiques. Donc moi, il y en a une mienne dedans qui est un peu chaude, voilà. Donc, mais vous avez aussi des nouvelles historiques, des nouvelles un peu plus, je dirais, dramatiques. Enfin, c'est un florilège de talents littéraires. Donc il y a 14 auteurs qui, justement, ont publié dans ce Brève de savane 2, qui fait suite justement au Brève de savane 1, qui est paru il y a quelques temps. Oui. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.